Alors, j'avais oublié la semaine dernière, je reprends par le résumé donc un petit peu des 7 points de la paracha. Donc elle s'ouvre, et c'est le point qu'on va étudier ensemble, elle s'ouvre sur la peur de Yaakov qui après 22 ans de séparation de son frère Esav, il s'était quitté sur un air de vendetta de Esav qui s'est senti tout simplement lésé, dupé, roulé par son propre frère Esav Yaakov qui lui a piqué les brachot de façon éhontée. Et donc, il sait pertinemment que la dernière image qu'il a de son frère, c'est qu'il a crié vengeance. J'attends la mort de papa pour tout simplement te tuer. Il se pose évidemment une question 22 ans après, puisqu'il revient de chez Lavan, Yaakov. Et donc, il doit passer par le territoire de Séhir, c'est-à-dire le territoire qui appartient à Esav. Quel est l'état d'esprit de Esav? Est-ce que 22 ans suffisent à apaiser la haine, la rancœur? En fait, j'ai envie de vous dire à cette question, en général, la réponse est non. Bien sûr que non. Ouais. Surtout quand il y a une histoire de fric, en général, ça, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de péremption. Il n'y a pas de péremption. Bon. Donc là, il est extrêmement dubitatif, il a peur, il a une vraie peur, d'autant plus qu'il va apprendre qu'il y a Esav qui débarque avec 400, on va voir tout de suite, avec 400 soldats. Maintenant, Yaakov évidemment va se préparer, on va voir comment il se prépare par rapport à ça. De façon, à titre de... juste en amont de cette rencontre avec Esav, il aura dans la nuit une rencontre avec le fameux ange. Alors s'il s'agit de 3 possibilités, soit un ange, soit l'ange de Esav, c'est-à-dire la force spirituelle qui sous-tend Esav, soit 3e possibilité, Hachem lui-même, on a du mal à savoir, donc il y a plusieurs thèses là-dessus. À l'issue de ce combat qui est gagné, on va le voir, Yaakov va obtenir un nouveau nom, Israël. Et chose étonnante, à la différence des autres personnages qui ont changé de nom, par exemple Sarah, en fait, elle s'appelait avant Sarai. Avraham s'appelait avant Avram. Et on n'a pas le droit, d'après la halacha, de nommer Avram, ou bien Sarah, Sarai. Interdit par la Torah de le faire. Et pourtant, on peut parfaitement nommer Yaakov et Israël. Ça veut dire que ce sont 2 dimensions, Yaakov et Israël, qui sont nécessaires et qui vont cohabiter encore après auprès du 2e personnage. Ça, c'est donc ce qui se passe. Juste après cet épisode, il va s'installer dans la ville de Shrem. Pour vous rafraîchir les oreilles, Shrem, c'est Naplouse. C'est un peu plus... ouais. Donc, et à Naplouse, il n'y a que des problèmes qui se passent depuis toujours. Ouais, ça n'a pas changé. Donc c'est là-bas qu'il va s'installer, c'est là qu'on va intervenir la fameuse séduction du fils de Hamor là-bas, à Shrem, Hamor fils de Shrem, excusez-moi. C'est là-bas que va être donc souillé Dina, et c'est là que Shimon et Lévi vont intervenir de façon on va dire... Derrière. Ouais, ça veut dire de façon aussi tordue. Oui, puisqu'ils vont proposer un pacte avec cette ville en disant écoutez, on ne peut pas laisser notre sœur avec des autres personnes qui sont incirconcis. Si vous circoncisez tous, tout ira bien. Ils font la circoncision, ils attendent 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils arrivent chez Shimon et Lévi, ils vont les passer au glaive. Histoire qui va énormément embarrasser Yaakov. Donc il y a des tensions énormes dans la famille. Ouais. On avait parlé la dernière fois des crises d'adolescence, et des enfants infernaux à gérer. Shimon et Lévi font partie de ces enfants infernaux à gérer et qui vont précipiter un petit peu Yaakov dans des grands tourments, des grands problèmes. Donc ça c'est la fin de la paracha et voilà un petit peu donc les 7 points. Alors je voudrais maintenant attarder, vous avez le document sous les yeux, j'espère que tout le monde est servi. Ouais. Il y en a plein encore si vous voulez. Bon. Je voudrais donc reprendre un petit peu la préparation de Yaakov à sa confrontation avec Esav. Vous comprenez évidemment que Yaakov représentant Israël, enfin le peuple juif, et Esav représentant le monde de l'Occident. Donc il y a des choses qui sont presque prémonitoires ici. Il y a des choses à apprendre de notre conflit avec le monde occidental, les descendants de Esav. C'est le monde occidental. Alors nous dit le texte, Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov envoya des malachim, donc des messagers. El Esav arrive vers son frère Esav, Arza Seir, vers la terre de Seir. Cédé Édom, les campagnes d'Édom.
Il envoie des messagers avec un communiqué officiel de Yaakov. On peut imaginer que dans ce communiqué, il faut être stratégique. Ouais, tous les gens qui travaillent dans la diplomatie savent qu'il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Il faut être extrêmement précis. Et nous dit donc Yaakov, il leur avait donné cet ordre. Vaïsavotam les morts, Kotomeroun les Adoni les Esav. Comme ça, vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Esav. Koamar Avdecha Yaakov, ainsi a parlé ton serviteur Yaakov. Donc c'est ça deux points que vous allez nommer. Donc Koamar, il commence en disant voilà, ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti. J'ai séjourné avec Lavan, va Echar Ad Ata. Et j'ai traîné Ad Ata jusqu'à maintenant. Ça a duré jusqu'à maintenant. Évidemment, on a le droit de se poser la question en quoi c'est une parole qui est tellement cruciale. Au niveau diplomatique, au niveau stratégique. Presque il parlerait de la pluie et le beau temps, quoi. Qu'est-ce que tu penses des moineaux et des hirondelles au printemps? Ouais, c'est-à-dire, à la limite, on s'en fiche où il était. Je répète, Im Lavan Garti, j'ai séjourné avec Lavan, et ben voilà, depuis qu'on s'est quitté 22 ans, ben c'est 22 ans que je suis chez Lavan, voilà. Bon, ok. On va voir le deuxième message, sans regarder Rashi pour l'instant. Vaïlishor vechamor, j'ai acquis bœuf et âne, tzod ve'eved ve'shifra, esclaves mâles et femelles. Vaeshlecha, les guides l'Adoni, je te les envoie pour annoncer à mon Seigneur, l'imtsochen benecha, pour obtenir grâce à tes yeux. Alors là, le deuxième message, il est clairement stratégique, ça c'est clair. Ouais. Voilà, clairement, il arrive, il dit, tu sais quoi, voilà, j'ai envie de te faire un cadeau. Tu es mon frère, je te fais un cadeau. Ça a le mérite, même si c'est stratégique, d'être clair. Donc on va très bien. Qu'est-ce que veut dire le message précédent? Voilà, j'étais chez Lavan, alors, je m'en fiche où t'étais. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant il va faire un cadeau. Même si c'est intéressé, tout ce qu'on veut. Voilà, ça il faut essayer de comprendre la pertinence, auquel bah, évidemment va s'attaquer Rachid. Donc, Vayashuvu, donc ils ont été envoyés, ils ont donné certainement leur message. Ils reviennent, les messagers viennent dire à Yaakov. Les messagers reviennent près de Yaakov en disant, nous sommes allés trouver ton frère Esav. Lui-même vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. Ouais, donc en fait là maintenant, il sait à quoi s'en tenir. Yaakov fut fort effrayé et plein d'anxiété. Il a une double peur. Le texte précise, je dis bien, Vaïra Yaakov me'od. Il a eu énormément peur. Vaïtzerlo. Il était angoissé. Évidemment, c'est a priori c'est mais il faut comprendre pourquoi cette redondance. Ouais, de la peur et de l'angoisse. Évidemment, tous les commentateurs vont s'éclater là-dessus pour expliquer toutes les manifestations de l'angoisse. Ouais. Ito. Donc maintenant, il rentre dans la stratégie. Il décide de diviser en deux le peuple qui est avec lui, ainsi que toutes ses possessions, le tzon, le menu bataille, Vatabakar, ouais, et les chameaux et leurs bandes, ainsi de suite. Vayomer Imiavo, donc c'est quoi la stratégie? Imiavo Esav, El Amachana Achat. Comme ça, si Esav il attaque le premier camp, Veikaou, il le frappe, Vaya Amachana Nishal, il restera en fait le deuxième. Ouais. Petite parenthèse, c'est ça qui est marqué, gravé dans les yeshivas de Ponevezh, ouais, qui a été créé en post-45 par le Rav Kahneman et qui a marqué ce passouk en disant si Esav frappe le premier camp, le deuxième camp sera, les Flétas, sera un sauvetage. C'est-à-dire qu'il considérait finalement que les Juifs qui n'ont pas été touchés sont le deuxième camp qui n'a pas été frappé par Esav. Pour vous dire un petit peu le point. C'est un verset qui est gravé là-bas dans la pierre à Ponevezh. Ouais. Maintenant, je continue. Et à ce moment-là, il entame une deuxième chose. Vayomer Yaakov Eloké Avi Avram Eloké Avi Yitzhak, Dieu de mon père Avram et Dieu de Yitzhak, mon père. Hacham Aomer Ella, l'Éternel, toi qui m'as dit retourne à ton pays et à ton lieu natal, je te comblerai. Je suis peu digne de toutes les faveurs et de toute la fidélité que tu as témoigné à ton serviteur, moi qui, avec mon bâton, avait passé ce Jourdain, et qui à présent possède 2 légions. Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Esav, car je crains qu'il ne m'attaque et ne me frappe, joignant la mère aux enfants. Pourtant tu as dit, je te comblerai de faveurs et j'égalerai ta descendance au sable de la mer, dont la quantité est incalculable. Il établit là son gîte pour cette nuit, et il choisit, dans ceux qui se trouvaient en sa possession, un hommage pour Esav, son frère. Donc il y aura une première salve de cadeaux, il y aura ensuite encore une nouvelle salve de cadeaux qui vont être donnés par Yaakov. Voilà un petit peu donc ces 10 premiers versets, 11 premiers versets
du texte qui nous parle un petit peu du contexte de cette rencontre tellement peu espérée chez Yaakov. Je voudrais m'arrêter sur 2 points ici. Le premier point, ça va être comprendre la stratégie de Yaakov au niveau du libellé qu'il a envoyé au messager, comme on l'a dit. Deuxième chose, on essaiera d'expliquer et de comprendre qu'est-ce qui se trame au niveau des mécanismes de la peur et la stratégie utilisée par Yaakov. C'est les 2 points qu'on va voir ensemble. Alors, je voudrais donc déjà répondre à la première question qu'on s'était posée, puisque Yaakov, dans son premier message, qui a l'air un message totalement trivial et qui ne sert à rien, il dit voilà, Im Lavan Garti, j'ai séjourné avec Lavan, donc dites à mon serviteur Esav que j'ai séjourné chez Lavan et j'ai traîné jusqu'à maintenant. Évidemment, nous on n'y voit que du feu, et donc on a évidemment ce réflexe d'aller voir Rashi, le plus grand des commentateurs. Alors qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit que j'ai séjourné avec Lavan? Dit Rashi, je ne suis pas devenu ni un prince ni un notable. D'où il sait ça Rashi? Mais j'y suis resté un étranger. Im Lavan Garti, la gour en hébreu veut dire séjourner. Et la chevette veut dire aussi séjourner. Sauf qu'il y en a un qui exprime le séjour de l'immigré, de l'étranger, de celui qui n'a pas réussi à s'intégrer. Et l'autre, ça c'est la gour. Et la chevette, c'est s'installer. Okay, et là, il est en train de dire que finalement, ça fait 22 ans que je suis un juif errant. Un igar, je ne fais que gar, je ne fais qu'habiter. La semaine prochaine, par exemple, on verra un verset très intéressant dans son paradoxe. Ouais, Vayeshev Yaakov be'eretz megouré aviv. Vayeshev Yaakov, Yaakov va s'installer, Vayeshev be'eretz dans la terre, megouré aviv, là où n'ont été ses parents que des nomades. Donc il y a bien le clivage entre la sédentarité et l'aspect nomade. Et donc là, en l'occurrence, il vient dire pour l'instant, après il va s'installer. Mais pour l'instant, il n'a vécu qu'une vie de nomade. Im Lavan Garti, je n'ai été qu'un nomade. Ok? Donc ça, c'est ce message subliminal qu'il transmet à son frère, comme un étranger, ouais, comme un métèque, ouais, ouais, ça veut dire comme des sans-papiers, si vous voulez presque. C'est un petit peu ça l'idée, ouais. Et d'ailleurs, ça suit un peu l'idée. Avdecha, ouais, ton serviteur, donc ils disent à Esav, ton serviteur Yaakov. Il se place en position basse, ouais. Et regarde, et c'est quoi, pourquoi c'est intéressant de lui dire ça? C'est pour, regardez l'argumentaire qui est très intéressant, tu n'as plus aucune raison par conséquent de me haïr, dit Rashi, à cause de la bénédiction que m'a donnée ton père. Donc c'est vrai que, je suis d'accord, j'ai rapté, c'est ça le problème, c'est le nœud du problème. Je t'ai piqué les brachotes. Donc en fait, je t'ai piqué le magot. Ouais, je suis allé prendre j'ai fait du recel de succession, si tu veux, ouais. Maintenant, regarde ce qu'il a dit papa. Il a dit, sois un chef pour tes frères, Yegevir le Achicha. Ouais, c'est ce qu'il a dit à Yaakov. Car elle ne s'est pas réalisée. Bah, tu sais quoi, elle s'est pas réalisée. Il m'avait promis que je deviendrais un boss, un maître. Je ne suis qu'un étranger. Ouais, je ne suis qu'un étranger. Donc calme-toi. C'est que papa, ce qu'il m'a donné comme bracha, ne s'est pas réalisé. Ça, c'est la première explication de Rashi. Rashi amène une deuxième explication. Autre explication, la valeur numérique des lettres Garti, ouais, c'est pareil que Tariag. Je ne sais pas sur ChatGPT, c'est très bien parce que c'est les mêmes lettres, ouais. Il n'y a pas besoin de calculer. Garti, c'est Tariag, ouais. Comme si Yaakov avait voulu dire, ouais, donc c'est Garti, Imlavan Garti. Ah, voilà, on fait une petite pause là. Je vous laisse en suspense de l'explication de Garti. Merci. Deuxième explication de Rachid, vous avez compris pour l'instant, il a un profil bas. C'est mon serviteur, donc Esav, enfin Yaakov, Esav entend que Yaakov est son serviteur et que finalement, les brachot ne se sont pas réalisés. Deuxième explication, la valeur numérique des lettres est Garti, donc de 613, comme si Yaakov avait voulu dire, tout en séjournant chez Lavan l'Impie, ouais, le voyou, j'ai continué d'observer les 613 commandements et je n'ai pas suivi ces mauvais exemples. Et donc là, le message est le suivant. Sache une chose, c'est malgré ma proximité avec un pourri, 22 ans, je ne me suis pas du tout altéré dans mes mitzvot. Et j'ai envie de vous dire que vu que Esav, c'est pas le rabbin de service, ouais, il n'a pas besoin d'être rassuré
du degré d'honnêteté et de respect de la Torah de Yaakov. C'est à quoi ça rime? C'est le message pour Esav, pour dire je retourne où vous êtes, mais pour ne pas m'influencer non plus. Ah, c'est la même idée, c'est-à-dire que j'ai pas bougé. C'est-à-dire qu'en fait, Je n'ai pas bougé avec le monde, je ne vais pas bouger avec vous. j'ai pas bougé avec quoi? Avec Esav non plus. Ok, mais alors ça voudrait dire que cette fois-ci, il passe en mode arrogance. Attention, je suis balèze. Donc ça veut dire que le premier message, ce serait une forme de profil bas, et calme-toi, et il s'est rien passé. Deuxième message, sache une chose, c'est que, comment dire, tu sais pas à qui tu parles. Mais c'est un petit peu antinomique avec ce qu'il dit Avdecha, ton serviteur. Donc tes profils bas, donc est-ce que c'est une soumission ou bien c'est une arrogance? Ok, ça c'est une question. Je continue le texte, regardez. J'ai acquis bœuf et âne, menu bétail, esclave, mâle et femelle. Je l'envoie annoncer à mon Seigneur pour obtenir faveur à ses yeux. Ok, tout va bien, ok, c'est un cadeau. Il n'y a pas besoin a priori d'étayer. Qu'est-ce qu'il donne comme cadeau? Bon, c'est intéressant pour Esav. Regardez ce que dit Rashi. Il y a un message ici subliminal qui est marqué. Mon père m'avait dit, Mital Hashamaïm, de la rosée des cieux, ou Mishmane Haaretz, et des graisses de la terre. Qu'il me donnerait une bracha, je vais avoir une bracha de papa, je vais décrocher l'euro million, bah, au Hachem, et donc j'aurai du foncier, j'aurai des champs, ouais, la cornbelt, les terres de la Pampa, c'est ça qu'il m'a dit à Yaakov. Ah bah, tu sais, qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai pas de foncier. Je n'ai que un ranch, avec des oies, des menus bétail, des chameaux, ouais, en tout cas j'ai des bœufs, du menu bétail et des ânes. Donc j'ai pas réussi à avoir ce que papa m'avait dit. C'est quoi les produits du ciel? Ah, l'agriculture. C'est quoi l'agriculture? C'est Tal Hashamaïm ou Shmanares, c'est les graisses de la terre. C'est la corn belt. D'accord, c'est ça qui est intéressant. C'est l'immobilier. Il est dans le mobilier maintenant. C'est un troubadour quoi, c'est un juif errant. C'est quel point le produit du ciel? C'est sur quel point? Non, mais c'est ce qu'il avait promis son père. Ah, le rachis. Ouais, le rachis en bleu turquoise, ouais bon, ok. Donc ça veut dire qu'en deux mots, calme-toi, détente, ouais, détente, tout va bien. Ok? C'est-à-dire que finalement ça n'a pas fonctionné. En deux mots, les brachot de Yitzhak, c'est les tuyaux percés. Ouais. Alors en tant que tel, il faut aussi se poser la question pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? D'ailleurs, vous avez vu dans la suite du verset numéro 13, pourtant tu as dit, Hachem a dit à Yaakov, hein, je te comblerai de faveur et j'égalerai ta descendance au sable de la mer, dont la quantité est incalculable. Et désolé de vous apprendre ici, donc ça c'est pas la bracha de Yitzhak à Yaakov, c'est la bracha de Hachem à Yaakov. Que normalement les descendants de Yaakov, hein, doivent être innombrables, comme le sable de la mer. Bah, désolé, mais là aussi ça a l'air un tueur percé que cette bracha d'Hachem. Parce que vous trouvez que les juifs ils sont innombrables comme les sables de la mer? Le peuple juif, il n'a jamais dépassé dans sa vie 15 millions de personnes. On aurait dû être des milliards. On aurait dû être des milliards, Rabotai, des milliards. Mais c'est la qualité qui compte. Non mais sable, ok, j'entends, ça c'est les kochav. Mais le sable, c'est pas de la qualité. Pour les étoiles, il y a plusieurs comparatifs. Comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Mais normalement, on aurait dû avoir la quantité, on n'a pas la quantité. Donc j'ai envie de vous dire ici, on nous parle de 2 tuyaux percés. On ne sait pas comment est la quantité. C'est vrai aussi. On ne sait pas comment Il y a des tribus. Ah ok. Si vous dites que les Chinois c'est des feuges, ok bon. Ok, d'accord, ok. On ne sait pas. Non mais d'accord, mais non, on l'a jamais été à un instant T. Ouais mais ça c'est une blague alors. Elle est bonne. Tu sais qu'on est tous des millionnaires si c'est comme ça. Hein. On est tous des millionnaires si c'est comme ça. En cumulé, ouais. Elle est excellente celle-là. On n'a pas trouvé là, qui sont... Comment? Les 10 tribus qui sont égarées. Ok, mais écoute, ça va. C'est pas des Chinois. C'est pas des hindous, Rabotai. Mais non. Si. Mais non, Rabotai. Vous avez pas entendu en Israël, ils arrivent là. Il y a une des tribus d'Inde. Ok, une des tribus, mais tu n'auras pas des milliards à un instant T, t'as jamais eu plus de 15 millions, Rabotai. Oui, c'est vrai. Rabotai, il y a une vraie question de fond ici. Derrière cette question que je vous pose, il y a une question de fond. Pourquoi les brachot de Yitzhak ne fonctionnent pas?
Et pourquoi la promesse d'Hachem ne fonctionne pas? C'est une vraie question à poser. Maintenant, je continue, regardez. Dans le Midrash, ouais, donc papa m'avait dit, verset numéro 6, de la rosée des cieux et des graisses de la terre, ce ne sont des produits ni du ciel ni de la terre. Donc ça n'a pas fonctionné, Rabotai. Et donc calme-toi maintenant, attention, il y a une deuxième lecture de ce Midrash. La suite du Midrash dit, autre possibilité de comprendre, d'entendre derrière, j'ai Shor, j'ai taureau et âne. Il y a une allusion. Alors nous dit le Midrash, je l'ai marqué ici dans le point numéro 2. Je n'ai pas, il dit, donc c'est un message subliminal à Esav, je n'ai pas à te craindre par le mérite de la naissance de Yosef, qui est appelé taureau. Son totem, Yosef, c'est taureau. Ouais, d'ailleurs le grand rabbin Citrouk Alav Shalom, quand il est passé à l'époque, il était au Zéhi, eh ben, il s'appelait Taureau Assi, c'était son totem. Il s'appelle Yosef, ouais. Il s'appelle Taureau Assi, ouais. Donc, donc j'ai pas à te craindre grâce à Yosef Shor. Quand il dit j'ai Shor, il est en train de dire en fait j'ai Yosef. Et quand il dit j'ai Hamor, j'ai un âne, j'ai des ânes, ouais. C'est pas là pour parler de ses possessions. Il dit du Mashiach ben David dont on dit qu'il chevauche un âne. L'âne c'est le Mashiach ben David. On sait, il n'y a pas la tradition qui viendra sur un âne. Ouais. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, comme il est censé aller au mont du Temple, les Arabes ils ont mis des cimetières de partout pour bloquer la venue comme c'est un Cohen. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, ouais. Bah oui, le mont des Oliviers, bah oui. Ouais. Comment? Ben David. Comme ça. Ouais, mais voilà. Non, parce qu'il paraît là, il va voler. Ok, il va voler, super. C'est grâce à Elon Musk, ça c'est pas. Ouais. C'est un Tesla. Teslan, c'est un Teslan. Ok. Et j'ai aussi les tribus qui appelaient bétail. Le bétail, c'est une façon allégorique de parler des tribus. Et donc là, en fait, on a dans le message de Yaakov une ambivalence. Est-ce que Yaakov est en posture de soumission ou bien en mode supériorité? Soit je dis, il y a une lecture qui consiste à dire, ben voilà, il est soumis, et il dit finalement, il n'y a rien qu'à fonctionner. Les brachot, c'est du bidon. Soit je dis que il est en train de dire, tu sais quoi, fais gaffe, je suis hyper fort, moi j'ai réussi à résister à la vanne. Et la vanne est plus forte au niveau pourriture, il est beaucoup plus grand que les sages. Ça, c'est un petit jour à côté. Donc je suis plus fort. C'est-à-dire, en 2 mots, je suis fort. Deuxième chose, tu crois que tu m'impressionnes, tu m'impressionnes pas, parce que moi, j'ai déjà Yosef. J'ai Yosef et j'ai Yehuda. Et j'ai les tribus. Ça veut dire waouh. Donc la question est la suivante. C'est quoi la tonalité de Yaakov, la vraie tonalité? Et étant donné que Rashi amène les deux sens, qui sont a priori antinomiques, au niveau de la méthodologie d'étude de Rashi, on est obligé de comprendre qu'il y a un point commun entre les deux et c'est pas forcément une opposition. Alors, regardez un petit peu le point assez névralgique que j'avais appris d'un de mes maîtres par rapport à comprendre ce Rashi. En fait, je vais essayer de vous pouvoir répondre à cette question. Comment c'est-il que les brachot de Yaakov ne fonctionnent pas, la promesse d'Hachem ne fonctionne pas a priori? Alors, c'est quoi cette idée? Ouais. Là, il faut que j'avance. Maintenant, regardez. Imaginez qu'une personne aille consulter un grand rave, grand tzaddik. Le tzaddik lui dit, tu sais quoi mon fils, je te conseille cette semaine d'aller jouer à l'euro million, tu verras que tu vas gagner 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pas le jackpot, hein, mais 1 million d'euros. Bon, le bonhomme il entend ça du rave, je paie rien, ça coûte 2,50 €. Bon, c'est pas la fin du monde. Il tire un billet. Résultat, Motzei Shabbat, c'est vendredi sinon. Motzei Shabbat, résultat, 500 000 €. Il avait 4 ou 5 brons euros, je sais pas quoi, 500 000 €. Comment il réagit? Ah, mais j'attendais 1 million. Il manque la moitié. Voilà, ça c'est voilà, ok. Soit ça, soit non. Alors, il y a évidemment sa réaction, c'est extraordinaire. Et puis il y a tous ses copains, ricaneurs, qui vont lui dire, mais il t'a grugé. Le rave, il t'a grugé de 500 000. Ça me rappelle l'histoire d'un enfant comme ça, qui envoie une lettre au Père Noël. Elle est restée. Donc, le Père Noël, voilà, c'est compliqué à la maison, mon papa a quitté ma maman, il n'y a pas d'argent à la maison, j'aimerais avoir 100 € pour m'acheter quelque chose pour Noël. Et donc, il y a un facteur qui récupère là-bas au bureau, et il voit ça, et ça lui fait tellement de peine. Il se cotise avec ses copains, et il réunit 50 €. Il les met dans l'enveloppe, et il le renvoie donc, à l'enfant.
Et l'enfant, il reçoit ça, voilà, extraordinaire, donc 50 euros. Il renvoie une lettre au Père Noël. Il dit, cher Père Noël, merci beaucoup pour cela, mais fais attention. La prochaine fois, quand tu m'envoies quelque chose, fais attention à ces brigands de postiers. Ils prennent la moitié au passage. Ok? Donc ça veut dire, a priori, il est hyper content. Maintenant, les ricaneurs vont dire, attends, mais il manque 500 000. Mais non, le mec, il a 500 000 d'un coup, il est extraordinaire, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux façons de comprendre la bracha. Soit la bracha, c'est stricto sensu ce qui est marqué, et ça, c'est la lecture de Esav. Esav, il sait que Yaakov a récupéré deux brachot qui s'appellent que Yaakov, enfin celui qui récupère la bracha, c'est une sorte de potion magique. Il pourra être Gévir, dominer ses frères, et il aura le foncier incroyable. Ouais. C'est ça qu'il cherche, Esav. Yaakov le calme, il dit, j'ai pas eu ça. Mais, j'ai quelque chose qui me plaît énormément. C'est-à-dire, j'ai pu rester moi-même intègre dans la Torah avec Lavan. On n'est pas obligé de comprendre ici que c'est deux sens opposés. J'ai pas eu ça, j'ai pas eu le stricto sensu, j'ai eu les 500 000 si vous voulez. Ouais, donc il y a celui qui va se réjouir des 500 000 et c'est lui qui va pester en disant c'est dommage, j'ai perdu 500 000 euros aujourd'hui. J'ai joué au loto, t'as perdu, comment t'as dit? On perd pas au loto. Non, j'aurais dû gagner 1 million, mais j'ai eu que 500 000. Donc c'est une perte sèche de 500 000 euros. C'est terrible de perdre comme ça 500 000 euros. Quand c'est Shabbat, Avdallah, c'est terrible. Waouh. Ouais. C'est terrible, non, vraiment. Ouais. Ça veut dire, et ça, il y a deux lectures, Esav et Yaakov. Yaakov est en train de dire, et c'est une lecture extrêmement importante, en train de dire ce que le Rébé, lorsqu'il a parlé, il a dit, tu vas gagner au loto 1 million. C'est une direction qu'il a donnée, c'est un vecteur, pas plus que ça. C'est un horizon. Il ne faut pas s'attacher aux mots, c'est pas une halakha qu'il a donnée. Pas dans une halakha de quelque chose qui est rationnel. Il a donné comme ça une tendance, il a joué 2,50 €, il a 500 000 €, c'est extraordinaire. C'est une sorte de propulsion qu'il donne. C'est une bracha. Bracha, c'est un propulseur. Peu importe le contenu de la bracha. Et Yaakov est en train de dire, moi, ça me suffit le propulseur. Pareil. Mon père m'avait dit que j'aurais du foncier. J'ai pas de foncier. J'ai que des ranchs. J'ai des ranchs, ouais. Donc j'ai pas. Mais tu sais quoi? Moi, ma vie, elle n'est pas dans le présent. Moi, ma vie, elle est avec le Mashiach. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Mashiach ben Yosef, c'est Mashiach ben David. Pas pour faire la guerre. C'est-à-dire que c'est moi qui vais sponsoriser le match de la fin des temps. C'est moi, Yaakov. C'est ça qui m'intéresse. Et Esav, ça ne gêne pas, c'est pas de l'arrogance, parce que Esav lui-même a dit, va y baise ta bechora. On sait bien, pour un plat de lentilles, il a été capable de refuser d'avoir le droit d'aînesse. Il l'a vendu pour rien. Ça l'intéresse pas, ce monde du futur ne l'intéresse pas. Eh bien, en fait, ça, c'est symptomatique de la... Et c'est ça qui va nous donner la réponse à la question qu'on s'est posée, mais pourquoi finalement les brachot de Yitzhak ne fonctionnent pas? La promesse d'Hachem n'a pas fonctionné. On n'est pas des milliards. Élément de réponse, ce que donne Hachem, c'est une puissance de propulsion qui fait que nous, tous les juifs, on se sent bénis. Hachem nous transmet la conviction d'une illusion de bracha. C'est une illusion de bracha. T'as ni le foncier, t'as ni la suprématie sur ton frère, t'as rien. Mais tu te sens béni. Et quand tu te sens béni par Hachem et aimé par Hachem, ça te donne des ailes, t'as le vent en poupe. Et c'est ça qui explique toute l'histoire du peuple juif. Prenez 1948, un peuple qui sort de l'Holocauste, de la Shoah, qui est capable de relever le défi, qui fait qu'au bout de 70 ans aujourd'hui, tu parles de Start-up Nation, tu parles d'une puissance militaire 4e ou 5e du monde, pour un tout petit État, un État aussi grand que la Dordogne, je ne sais pas si vous imaginez, un département français. Ça vient d'où ça? Et ne me dis pas qu'il y a du pétrole en Eretz, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de mine. L'or, il était en Iran, ouais. Le pétrole, il est chez les Arabes et en Iran, ouais. On n'a même pas l'eau. En Israël, moi j'ai vécu 13 ans là-bas, chaque mois d'octobre, novembre et décembre, ça pleurait et ça priait et ça jeûnait pour que la pluie elle tombe. Donc on n'est pas bien doté là-bas, c'est une terre qui est aride, ouais, qui n'est pas abreuvée comme le Nil. On aurait pu très bien créer un État d'Israël en Égypte avec le Nil, mais tu es tranquille, tu fais des... Et avec ça,
Ouais, à une époque, 80% des tulipes qu'on importait de Hollande venaient d'Eretz. On a fait planter des tulipes, et il y a dans le domaine de l'agriculture, c'est assez fascinant ce qui se passe. Ouais, en Israël. D'où ça vient? C'est quoi le moteur? C'est pas forcément, c'est la sensation d'être béni. Parce que la bracha elle-même, c'est pas sûr qu'elle fonctionne. Mais si tu te sens béni, alors tu as le vent en poupe. Ça, c'est ce que vient nous enseigner, comment dire, Yaakov. Et ça, c'est une trame que vous avez dans toute l'histoire du peuple juif. Ouais. Je vous donne un exemple. Vous savez que il y avait de la ségrégation aux États-Unis, on parle des Noirs, ouais, ça on le sait, les Blacks. Mais il y avait aussi ségrégation contre les Juifs. Ouais. Dans les années 50, un Juif n'avait pas accès à l'université de médecine. Aux USA? Aux USA, eh bien oui, les gens ne savent pas. Ouais, il y avait une puissance très forte de... Et donc, la seule matière qu'on leur a laissé attraper, étudier, c'était la psychiatrie. Pourquoi la psychiatrie dans les années 50? Parce que, en médecine, ouais. Parce que la psychiatrie, finalement, bon, c'était une science qui était... qui balbutiait, ouais, qui était embryonnaire. On sait même pas si à l'époque, on ne savait même pas si c'est une science. Ça a plutôt de l'histoire géo, quoi, si vous voulez, ouais. C'est un peu les matières comme ça, histoire géo. Donc on a laissé ça aux juifs, psychiatrie, c'est de la blague. Et c'est ça qui a permis en fait aux juifs, les élèves de Adler, les élèves de Freud, les élèves de Viktor Frankl, de devenir les maîtres de la psychiatrie qui est devenue maintenant un vrai... Ouais, c'est compliqué à l'internet, je crois, d'avoir psychiatrie aujourd'hui. C'est-à-dire c'est noble, ouais, c'est noble. Ouais. Ça veut dire, ça c'est l'idée. Comment il fonctionne un juif? Il dit, je sais que je suis béni, point barre, et j'avance. Et je pense que c'est ça en fait la clé du fait que, enfin, pour essayer de comprendre le phénomène juif qui est tellement incroyable, c'est parce qu'en fait, on sait depuis Yaakov Avinu qu'on est centre du monde. Ce que les journalistes font de façon pourrie, en fait, ils ne font que dévoiler ce que l'on sait à l'intérieur de nous. Oui, on est le centre du monde. Le centre du monde, c'est Eretz Israël, point barre. Tout tourne autour du peuple juif, point barre. C'est comme ça. Et on le sait parce qu'en fait, on a été béni par un Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe? Ça n'a pas été facile. Je veux dire, on aurait dit des milliards. Persécution, autodafé, on nous a brûlé, la vie est complexe. Mais au fond de toi, tout rescapé que tu sais que si tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire. Tu as une mission à accomplir. Tu n'es pas un grain de sable ou bien un grain de couscous dans une énorme couscoussière qui s'appelle l'humanité. Non, pas du tout. On a quelque chose, on est des personnes qui ont été bénies par Akadosh Baruch Hu. Maintenant que ça prenne la forme que Hachem a exprimée, ça on s'en fiche. Et donc oui, la foultitude, ça va pas être le cumul, parce que là c'est vraiment c'est de la magouille le cumul. C'est la prise de conscience que il vaut 1 million. Regardez un petit peu comment ça se traduit dans la logique de Tsahal. Ouais, d'être capable d'échanger au niveau des barèmes d'échange. Mais c'est intéressant, ça veut dire. C'est intéressant. C'est 1%, je crois, c'est ça? 1%, ouais. Et parfois pour 2500 à l'époque de Gilad Shalit. Ça veut dire, ça dit des choses sur la conscience de ce qu'est un juif. Ouais, ce qu'est un juif. Ça, c'est l'héritage direct de Yaakov. Ouais. Alors maintenant, je parle de la psychanalyse, je parle aussi du chassidisme. C'est intéressant. Il y a eu un schisme très fort à l'intérieur du monde ashkénaze. On n'a pas connu ça, Baruch Hashem, au Maroc, ni en Tunisie, ni en Algérie. Ouais, le mouvement chassidique, Baruch Hashem, mené par un seul homme, qui s'appelle le Baal Shem Tov, qui a décidé de démocratiser un petit peu la sensation d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, qui ne doit pas que passer par le fait que tu es un génie en Talmud. Le monde lituanien avait imposé une sorte d'élitisme extrêmement fort, qui fait qu'en fait, il n'y a que les savants cosinus qui peuvent tisser du lien avec Hachem. Et le Baal Shem Tov dit non, pas du tout, c'est pas que comme ça. Évidemment, l'étude de la Torah, c'est central, tout ce qu'on veut, mais tu peux aussi avoir une expérience extatique avec Hachem, pas que dans une étude de la Torah, dans une contemplation de la nature. Tu peux avoir une expérience extatique en faisant une tfila, ouais. En faisant une séouda, c'est un truc incroyable, ouais. Il y avait comme ça un jour une disette terrible, une grande famine qui se passait en Europe centrale. Et donc, comme classique, très souvent les rabbins on disait on va faire des jeûnes et tout. Puis un jour, un des rabbins qui a dit non, on va pas faire des jeûnes. On va réunir sur la... Excusez-moi. On va réunir sur la place centrale de la ville, du village. Amenez tout ce qui vous reste. Il lui restait un fond d'anisette, l'autre lui restait un morceau de pain ranci,
Ouais, on va faire une méga séouda. Ouais. Méga séouda. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. Il faut une méga. Ils se mettent à chanter, à manger. Le peu qui reste, ils sont tous réunis. Une fois qu'ils ont fini de manger, ils ont fait la bracha et boum, la pluie est tombée. Et il a dit, le Rav, il a dit, on n'est pas obligé de servir Hachem dans la contrition. On peut aussi lui montrer, regarde ce qu'on fait, quand tu nous donnes la parnassa et tu donnes de quoi manger, regarde ce qu'on fait, on est capable de chanter pour toi. Et donc il a inversé la polarité. Et donc par le biais d'une séouda, tu peux aussi avoir une expérience extatique extraordinaire, pas moins grande que le jeûne. Donc ça c'est toutes les idées du Baal Shem Tov, un seul homme, et qui a commencé à se développer. Alors au début ils ont été décriés, ils ont été mis au banc, ils ont été excommuniés, donc ils n'avaient même pas le droit de citer dans les grandes choules. Et les grandes choules à Varsovie par exemple, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ouais, ils rentrent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas rentrer? Eh ben on crée un minyan personnel. Maintenant, on est peu, donc on fait des petits groupes de 10-12 comme ça, dans la cave, un peu comme à l'époque du Covid, ouais. Ils ont expérimenté le Covid avant nous, ouais. Maintenant, ce qui est intéressant quand tu as un petit minyan de 10-12 personnes, eh bien en fait, tu peux facilement distribuer des rôles. Parce que dans 10-12 personnes, il faut un président, un trésorier, ouais, vous connaissez toutes les... Et les feuilles, ils adorent un petit peu avoir un poste, ouais. Mais quand vous êtes 500, bah, t'es sûr que ça passera jamais, quoi. Il y a le notable, il y a les notables, et puis il y a le commun des mortels. Et les notables vont transmettre à leurs enfants la notabilité, et c'est comme ça. Mais quand on a un groupe de pionniers comme ça, bah, on se distribue les rôles. Et donc, ce système du Baal Shem Tov a permis à des tonnes de personnes de se sentir importants. C'est pas la bracha de faire un minyan dans un petit boui-boui de rien, alors que t'as la méga choule de Varsovie qui est splendide avec... Tu dis, mais c'est pas la bracha. Ouais, c'est pas la bracha. Et pourtant, c'est ça qui a sauvé le judaïsme. Ils ont beaucoup mieux résisté à l'assimilation, ils ont beaucoup... Le montracide. Bon, j'ai dit le monde orthodoxe est dominé par le montracide. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que l'idée de se sentir béni, alors eux, c'était la bracha du Baal Shem Tov. Regardez ce que font par exemple les Chabad. Avec la conscience, la conviction d'être un envoyé du rabbi, qui est mort depuis 30 ans, ouais. Avec cette conviction d'être un chalier, regardez ce qu'ils font, c'est merveilleux. Ça c'est le principe juif, typiquement de la bracha. Donc il y a la bracha au sens propre et au sens figuré, et ça s'accroche à la bracha du sens propre. Yaakov comprend que c'est juste une impulsion, pas plus que ça. Je ne m'accroche pas aux détails de la bracha, ça c'est ce qui est marqué maintenant. Dernier point. Yaakov, il a peur, on a dit que c'est une peur redondante. Ouais, va yira Yaakov, Meod, il a eu énormément peur, va yitzerlo, il a eu peur. Pourquoi deux peurs? Alors j'ai vu plein de commentaires qui sont magnifiques. J'amène ici le Emek Davar qui dit en fait qu'il avait une posture délicate, Yaakov. C'est-à-dire que d'un côté il se dit je me prépare pour me l'affronter, parce qu'il vient avec 400 hommes, c'est compliqué 400 hommes, ouais. Là, il y a un commentateur qui dit comme ça, peur de Esav d'un côté, et la deuxième peur c'est peur des 400 hommes. Ouais, Rashi va dire, peur de tuer, pardon, d'être tué, ou aussi de tuer. Ouais, donc en fait, c'est ambivalent, cette peur. Peur de la réaction, peur par rapport à ce qui se passe actuellement, et peur de la réaction de ces femmes et de toute sa troupe, qui vont dire, mais pourquoi tu nous as fait sortir de la vanne? On était bien là-bas, qu'est-ce que tu cherches des problèmes? Donc est-ce que j'ai fait un bon choix? Ce sont des peurs qui sont... j'ai peur de l'affrontement avec Esav, mais j'ai la peur de... Donc c'est l'affrontement extérieur, mais j'ai peur des dissensions internes. Donc il y a plein de peurs possibles. Ouais. Donc ça c'est le... alors, excuse-moi, j'ai juste oublié, c'est un point important, ouais. Ce que j'ai dit par rapport à la sensation de se sentir béni, c'est pas simplement qu'une méthode de coaching. C'est pas que ça. Ça a un impact au niveau halachique. Donc je reprends le premier point, ouais. C'est quoi l'impact au niveau halachique? Vous savez qu'il y a des notions dans la Torah qui s'appellent notion de Muktzeh Shabbat. C'est les Chachamim qui sont venus imposer ça. Ça veut dire que quelque chose qui ne fait pas partie de ton panorama pendant Shabbat, exemple ton iPhone, tu n'es pas censé avoir un iPhone pendant Shabbat, donc tu ne peux pas le déplacer, même s'il est éteint. Il est complètement éteint, tu peux pas le prendre et le déplacer. Ah, mais tu vas me dire, mais ça va, détente. Je vais pas allumer la lumière. Non, tu vas le déplacer. Les anciennes voitures à l'époque, ouais, tu enlevais le frein à main, tu pouvais la pousser, ouais, c'est à l'époque, ouais, bon. Rappelez-vous, ouais. Je pourrais dire, bon, voilà. Imagine, elle est mal garée. Ben, j'enlève le frein à main et je la pousse. Je mets pas de contact ni rien, tout va bien. Non, tu peux pas parce que t'es pas censé prendre une bagnole, sauf cas de force majeure, Shabbat. Muktzeh. Ouais, Muktzeh, Shabbat, c'est pas ton panorama. Le même Muktzeh, c'est par exemple une lettre qui arrive de la poste. Ouais, elle fait pas partie de ton panorama, t'es pas censé la voir.
Tu vas le prendre parce qu'en fait, c'est parti d'un univers qui n'est pas le tien. On fixe un univers, un espace dans Shabbat. Ouais. Maintenant, la question qui est posée par les commentateurs, c'est qu'il y avait à l'époque de la nourriture qui s'appelle des graines de moutarde et des écorches d'oignons, qui servaient pour les corbeaux. C'est-à-dire qu'en fait, les gens riches, Neuilly, Auteuil-Passy, ouais, avaient des oiseaux de compagnie. Alors, actuellement, c'est les perroquets, ouais, des perroquets à 5 ou 6 000 euros. Ouais, les gens Bilianara qui ont de l'argent, que Dieu préserve, enfin que Dieu, Baruch Hashem. Comment dire, que Baruch Hashem, donc ils se payent donc ces personnes donnent comme alimentation pour les corbeaux en l'occurrence, graines de moutarde et épluchures d'oignons. Et donc la Gemara se pose la question, donc si une personne n'est pas riche, elle n'a pas de corbeau à la maison, est-ce qu'elle peut déplacer pendant Shabbat des graines de moutarde? Lui il ne mange pas, hein, c'est pas une alimentation humaine. Et des épluchures d'oignons, est-ce qu'il peut ou pas? Après oui, qu'est-ce que tu dis? Tu dis ben, parce qu'il n'y a pas de corbeau, donc c'est mouktsé. Ouais, c'est pas ton univers, ouais. Et là, la Gemara, unanimement, dit non, pas du tout. N'importe quel juif, lambda, peut les déplacer Shabbat. Pourquoi? Il n'a pas de corbeau. Il n'habite pas Neuilly Auteuil-Passy. Non, du tout. Non, parce qu'en fait, Kol, Israël, Bnei Malachim. Les juifs, c'est des princes, des fils de rois. N'importe quel juif, c'est un fils de roi. Ça veut dire, mais toi, dans ta vie, tu vas jamais acheter un perroquet. Ouais. Ah mais non, mais c'est un fils de roi. Ça veut dire, cette conviction d'être quelqu'un d'ultra important, même si t'es, comment dire, t'as pas le sou, ouais, c'est quelque chose qui crie dans la tu peux les déplacer. T'es concerné par cette nourriture parce que potentiellement, n'importe quel juif, il peut s'acheter un corbeau, il peut s'acheter un perroquet, il peut s'acheter ce qu'il veut, une Rolls, ouais. Comprenez ou pas? Comprenez? Ça, c'est ça fait une halakha. C'est pas simplement, encore une fois, une notion de coaching. On va parler ici d'une halakha. Idem, l'huile d'eau de rose, qui était quelque chose, qui était un parfum qui était réservé aux nobles, aux gens très très riches, on va dire Coco Chanel, j'en sais rien, enfin des trucs, des parfums complètement, je sais pas s'il y a des parfums actuellement qui sont inaccessibles au niveau prix. Ouais, alors, est-ce que un juif lambda peut la prendre pendant Shabbat? C'est moqué parce que ça n'appartient qu'aux milliardaires, ouais. Et ben pareil, la Gemara dit non, pas du tout, n'importe quel juif, c'est un milliardaire, n'importe quel juif, il est milliardaire. N'importe quel. Donc il peut la toucher, il peut la prendre, il peut se soindre avec. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'idée. Cette idée est une idée qui va même percer la halakha. Ça crée une halakha, ouais. Alors maintenant, je reprends, excusez-moi, la technique de Yaakov. Donc Yaakov, il a une double crainte. Et donc voilà, qui se comprend par le fait qu'en fait, il a devant lui un obstacle. Et il sait que ça risque de créer un vrai trouble au niveau de sa famille. Donc voilà un petit peu son état. Maintenant, regardez comment c'est beau la technique qu'il va utiliser pour sortir. Alors le Rashi le dit, il est connu ce Rashi. Il va donner 3 axes de préparation. La première, il se prépare à la guerre. Ouais. Et même s'il a peur, dit le Rachaim Akadosh, qu'en montrant qu'il fait des préparatifs, peut-être que Esav, il est venu de façon très 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 fraternelle, mais s'il voit que son frère se prépare, il se dit ok, il prépare, ok. Comme actuellement, vous avez vu ou pas? Dès qu'on voit que les Russes font ça, boum, chacun anticipe le... C'est que ceux qui s'arment, c'est pour se défendre, mais l'autre il pense que c'est pour attaquer. Donc boum boum boum, Baruch Hashem, ça permet à toutes les, malheureusement, à toutes les usines d'armement de faire des cartons actuels. Ouais. Toutes ces guerres-là, elles profitent aux États-Unis, vous savez. C'est une manne financière extraordinaire parce qu'en fait les grandes sociétés d'armement, c'est les États-Unis. Donc en fait c'est en train de créer du plein emploi, enfin c'est un truc de fou ce qui se passe. Trump il se régale avec toutes ces guerres. C'est hyper, même s'ils aident, mais en fait ils reçoivent beaucoup plus que ce qu'ils aident puisque c'est des armements. Bref, donc ce que je veux dire par là c'est qu'en fait, Yaakov il se dit si je commence à me préparer, il va me préparer, il va comprendre que je suis belliqueux, donc il sera belliqueux. Donc je risque moi-même de sécréter la guerre à cause de ma préparation. Bref, il ne sait pas quoi faire. Maintenant, 3 axes. Il finit par se préparer à la guerre. Deuxièmement, il essaie d'amadouer, donc technique diplomatique d'amadouer. On te donne, ouais, je te donne. Troisième chose, c'est la tefila. C'est ça qui m'intéresse, regardez comment c'est beau. J'ai découvert ça cette année. Il va dire comme ça. Première, il y a jaune, bleu et rose. Je ne sais pas c'est quel drapeau, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose. Il commence par dire Eloké avi Avraham, Eloké avi Yitzhak. Ça vous rappelle quoi? L'Amida. On commence l'Amida par Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il ne peut pas dire Eloké Yaakov parce que c'est lui-même qui parle. Ensuite, dans un deuxième plan, il dit je suis peu digne de toutes les faveurs et de toute la fidélité que tu as témoigné à ton serviteur. Moi qui, avec mon bâton, va passer ce Jourdain. C'est une façon de dire à Hachem merci Hachem. Ouais. Ça rappelle quelle partie de l'Amida? Le Modim, la troisième partie. Et enfin,
Atzilenina miyadachi miyad Esav, sauve-moi des mains de mon frère et de Esav, c'est un pléonasme, son frère c'est Esav, il n'en a qu'un seul, et l'idée, donc c'est subtil, c'est de dire, sauve-moi quand il est Esav, mais sauve-moi aussi quand il est fraternel, il se déguise en frère, mais en fait c'est encore Esav. C'est une technique. Et ça nous rappelle la partie centrale de l'Amida. Donc on a ici la structure exacte que nous déployons, que nous mettons en place quand on s'adresse à Hachem. Première des choses, on loue Hachem. On lui dit Hachem, t'es ultra puissant, tu es le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Et tu fais la résurrection des morts et tu es dans la transcendance avec Doucha. Ensuite on déroule des tonnes de requêtes, 12 requêtes. L'intelligence, la tchouva, le pardon, la liberté, enfin le dénouement psychique, la réfoua, la guérison et enfin les pépettes, la barère, Bacheno aujourd'hui et tout à l'heure on fera barère, ouais, changement de, ouais. Maintenant, ouais, et ensuite des brachot collectives, on espère que Akadosh Baruch Hu va réunir les exilés, on va établir une justice, ainsi de suite, la veille du Mashiach. Et après, on finit par maudire merci à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'on voit que Yaakov utilise exactement la même technique d'approche de Kadosh Baruch Hu. Cette technique, elle est extrêmement fondamentale. Et je vous dis un tout petit point extrêmement important que j'ai découvert aussi cette semaine dans les écrits de Rav Pinkus. L'idée de louer à Kadosh Baruch Hu, alors c'est stratégique parce qu'en fait, une fois que tu l'as loué, tu peux dire, bah, puisque tu es tellement grand Hachem, vas-y, sors le carnet de chèques. Ouais. Mais c'est plus que ça. Quand tu es capable de louer Hachem avant de lui demander quoi que ce soit, avant qu'il demande, il loue Hachem. Quand tu es capable de le louer, ça veut dire que tu as pris conscience que c'est... et que tu as tapé à la bonne porte. Ça veut dire que je suis dans les mains de celui qui peut amener quelque chose. Qui peut amener un sauvetage. Il y a lui et lui seul qui peut le faire. C'est-à-dire que j'ai cette conscience du fait qu'il peut tout. Et parfois dans un moment, comme Yaakov, où j'ai l'impression que rationnellement, je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas où je vais arriver là. Dit Yaakov. Ça veut dire... Quoi que je fasse, je suis foutu, c'est échec et pâte. Si je me prépare à la guerre, ça risque de le déclencher. Si je ne me prépare pas, je risque de me mordre les doigts. Donc ça, les doubles hésitations, c'est-à-dire, j'ai peur de la guerre, mais j'ai en même temps peur de pas... Donc je me prépare. Mais si je me prépare, je risque de le sécréter chez lui, l'envie de faire la guerre. Donc je ne sais pas où je suis. Donc ça s'appelle une impasse, ça s'appelle une voie sans issue. Je suis dans une impasse. Et rationnellement, n'importe quelle personne te dira, tu es dans une impasse. J'ai consulté tous les stratèges. Personne n'arrive à trancher ça. Jusqu'au moment où je sais que je peux demander à Akadosh Baruch Hu qui, lui, peut être celui donc, qui est au-dessus de l'escape game. C'est lui qui a créé l'escape game. Lui, il sait exactement le labyrinthe dans lequel je suis, quelle est l'issue. Et bien en fait, l'idée de m'adresser à lui, sachant en fait qu'il peut avoir la clé de la solution, alors que rationnellement, il n'y a pas de solution. Avec tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de solution. Quelque part, ça génère chez moi une joie. Pinkus s'explique que lorsqu'on aborde Akadosh Baruch Hu, ça commence toujours par une sensation de joie. Ça n'existe pas de s'adresser à Hachem par désespoir. Vous comprenez pas? C'est-à-dire, on peut être dans un désespoir, mais au moment où tu parles avec lui, tu dois être dans l'état d'esprit de la personne que Dieu préserve à essayer toutes les thérapies, il se sent condamné, et les médecins lui ont dit qu'ils sont condamnés, et d'un coup il apprend sur le journal qu'il y a le ponte mondial qui va faire la semaine prochaine une conférence à Paris. Et là il se dit, c'est le ponte mondial, je ne sais pas si j'arriverai à y accéder, mais en tant que tel, le fait qu'il vienne à Paris, c'est pour moi une sorte de petite lueur d'espoir. Vous comprenez ou pas? Et donc, ça génère chez la personne qui se sent condamnée un regain de simra, de joie. Ça, c'est la technique qu'utilise Yaakov. Yaakov, au moment où il supplie Hachem, il n'est pas en train de dire c'est foutu. D'en dire, non, non. Comme je suis dans l'impasse, alors c'est toi qui peux tout déclencher. Et c'est ça qui lui donne beaucoup plus de force d'être convaincant. Et donc, dans cette technique, il commence à dire, tu es grand. Deuxième chose, je te remercie pour tout ce que j'ai déjà eu. Parce que très souvent dans la vie, on est tellement dans la demande à Hachem, on est tellement dans la frustration de ce qu'on n'a pas, qu'on en oublie tout ce qu'il nous a donné jusqu'à présent. Mais en lui montrant qu'on est capable de dire merci sur ce qu'on a déjà, alors ça veut dire qu'on n'est pas des enfants gâtés, pourris, ouais, qui sont toujours dans la demande. Des enfants gâtés pourris, si tu leur donnes quelque chose, en fait ils veulent pas, ils veulent vouloir dans la vie. Pourquoi que tu leur donnes, après ils disent non mais c'est pas suffisant, donc ils font la fine bouche en permanence. Si tu serres pas un petit peu la vis pour leur montrer que chaque chose est importante,
eh bien en fait, ils n'auront pas de fin. Donc en fait, tant que tu vois pas qu'un enfant est capable de te dire merci, prendre conscience de ce qu'il a déjà eu, tu donnes pas. Voilà. Et c'est ça qui fait Yaakov. Yaakov il est en train de dire, 1, tu es grand Hachem, tu peux tout. 2, je te remercie pour ce que j'ai. 3, tu sais quoi, si tu peux me sauver de Esav, c'est bien. Ça, c'est la technique qui a été mise en place. Donc, vous avez compris, 3 axes. 1, je suis prêt à faire la guerre. Je me prépare à la guerre. 2, j'amadoue. 3, je suis dans la totale prière d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez un petit peu la technique que Yaakov a utilisée et qui a toujours marché. Baruch Hashem pour nous, le peuple d'Israël. Il reste qu'on puisse continuer à se sentir béni par Akadosh Baruch Hu, avoir en même temps la bracha, pourquoi pas, mais en tout cas sentir qu'on est ces personnes sur lesquelles qui vont sponsoriser le match de la fin des temps. Biad Goel Tzedek Bezrat Hashem. Ouais.